Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Disons-le d'emblée, un projet de loi de finances rectificative est de nature différente d'un projet de loi de finances. Celui-ci en particulier n'a pas les défauts de la loi de finances rectificative de juillet, qui me la rendait inacceptable. Je pense notamment à la suppression de la redevance télé. Ce texte se contente de prolonger ou réadapter des dispositifs existants le temps de finir l'exercice 2022. Certaines mesures vont clairement dans le bon sens. Je pense à l'aide financière aux universités pour payer la facture énergétique, aux armées pour le carburant ou l'aide à l'Ukraine, aux agriculteurs pour faire face aux conséquences des crises de cet été. Pour d'autres, si je n'en partage pas forcément les méthodes, je considère notamment que les aides énergétiques ne doivent pas se faire sans blocage des prix ni plus ample taxation des superprofits pour les financer. Au moins, les objectifs me vont. Ils n'en sont pas moins insuffisants. Qu'il s'agisse d'un chèque énergie exceptionnel ou de la prolongation de votre ristourne de 30 centimes sur le carburant, le problème est le même. Les montants ne sont pas toujours à la hauteur des besoins des gens et les problèmes ne sont traités qu'en surface, sans les modifications structurelles nécessaires, à commencer par la mainmise du marché sur l'énergie. Aucun pansement ponctuel ne vous dispensera de la mise en application d'une véritable politique de regain de souveraineté énergétique et de bifurcation écologique. Je vous interpelle sur ce point d'autant plus sérieusement que nous sommes en pleine COP27 et que tous les voyants restent au rouge sur la question du climat. La question n'est malheureusement plus de contenir la hausse de la température à 1,5 degré, mais à 2 degrés, au-delà de laquelle les scientifiques ne répondent plus de rien sur l'habitabilité de vastes régions du globe. J'ai encore en tête les propos tenus par Mme Borne lors de son 4e 49.3 de la rentrée. Cela me permet d'y répondre. Elle considérait que, je cite, « les conditions des dialogues constructifs n'étaient plus réunies à cause des 15 milliards d'euros de dépenses nouvelles votées lors de la mission écologie par les oppositions. » Elle s'inquiétait du fait de multiplier par 7 les travaux de rénovation thermique, je la cite toujours, et que les salariés du BTP ne seront pas disponibles d'un coup de baguette magique. Sauf que pour moi, ce qui n'est pas sérieux, c'est plutôt que l'augmentation des moyens de la rénovation énergétique soit inférieure au niveau de l'inflation. Je trouve ça bien plus irresponsable par les temps qui courent que les 12 milliards que nous souhaitions y investir. Quant à l'argument selon lequel les entreprises ou les salariés ne seraient pas prêts, je rappelle que c'est avec ce genre de raisonnement que nous avons pris des décennies de retard face à la crise écologique. Je vous le dis, le secteur ne sera jamais prêt, ne se donnera jamais les moyens de l'être en l'absence d'une demande conséquente. Et cette demande n'aura jamais lieu si on ne la rend pas financièrement possible. C'est le serpent qui se mord la queue. Je vous l'affirme, d'autres méthodes sont possibles. D'autres façons d'exercer la démocratie dans le respect de la souveraineté parlementaire et d'autres modèles de réponse face aux crises. C'est ce que nous montre, par exemple, l'Espagne en ce moment à coup de plan de relance, de contributions exceptionnelles de solidarité sur la fortune, de taxation plus ample sur les superprofits et d'augmentation de 10% du SMIC pour commencer l'inflation. En somme, beaucoup de choses que vous refusez de faire. Leurs résultats macroéconomiques n'en sont pas moins bons et à mon avis même meilleurs pour affronter la crise qui s'amplifie. Il est donc temps d'arrêter de vous gargariser en prétendant être les meilleurs. Mais heureusement, je l'ai dit, le texte dont nous allons débattre aujourd'hui ne nous impose pas vos vues macroéconomiques auxquelles vous savez que je m'oppose. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors des retours à l'Assemblée du PLF, du PLFSS et du projet de loi de programmation. Pour autant, je constate que même sur ce texte rectificatif, moins problématique que ceux que je viens de citer, vous n'avez pour le moment en commission pas montré votre volonté d'écouter les propositions des oppositions afin, si ce n'est de déboucher sur un consensus, au moins d'éviter le recours à un passage en force. Et ce, alors même que les oppositions ont abordé ce texte très différemment pour toutes les raisons que j'ai énoncées. Il serait donc assez incompréhensible et même inimaginable à mes yeux que le gouvernement et la majorité balayent de nouveau d'un revers de main toutes ces propositions. D'autant que certaines relèvent du bon sens élémentaire au-delà de toute appartenance partisane. Je pense par exemple à l'amendement que je porte avec mon groupe permettant d'appliquer au personnel médical municipal la prime Ségur dont ils ont été privés, à celui créant une aide exceptionnelle pour les ménages se chauffant au bois qui ont été injustement exclus des aides pour le chauffage au fioul alors même que tout avait été fait pour les convaincre de changer leur chaudière. Je pense aussi évidemment aux amendements renforçant le soutien à l'aide alimentaire à l'heure où plus de 8 millions de personnes ont faim dans notre pays, aux mesures permettant d'améliorer la rénovation thermique globale des logements, même si pour le coup, je doute que nous parvenions à imposer ce que nous souhaitions dans le PLF, ou encore à l'amendement pour la transformation de la réduction d'impôt en crédit d'impôt pour les EHPAD.
J'attends donc de ce débat, Monsieur le ministre, des actes en faveur des mesures en faveur de l'intérêt général des Français portés par vos oppositions. Pour le coup, la balle est vraiment dans votre camp. Merci. Je vous remercie.